Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel de la Bachellerie, vous avez mon nom là, et je travaille dans la société Amadeus et je suis aujourd'hui là pour vous parler d'un sujet beaucoup moins technique que ce qui vient de me précéder, à savoir partager un petit peu avec vous, essayer de partager avec vous l'impact que j'estime a chez nous la transformation agile sur les équipes du test et la pratique du test en général. Donc pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Amadeus, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, on travaille, on est gros sur la technopole, vous savez, on fournit des solutions dans le monde du voyage. Pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, on a processé quasiment 600 millions de réservations dans nos systèmes, et il y a 1,3 milliard de passagers qui embarquent tous les ans avec nos solutions dans un avion, ce qui fait beaucoup de passagers même par seconde, si vous faites le calcul. Donc voilà. Et pour vous positionner, pour vous aider à me positionner dans l'organisation, si ça vous intéresse, au sein d'Amadeus, je fais partie de l'organisation recherche et développement, donc la partie de développement, et je gère un groupe qui s'occupe plus particulièrement des pratiques de project management, de déployer les méthodes agiles au sein de la R&D et à large des pratiques de qualité et de test. Donc je pense que je suis bien dans mon sujet aujourd'hui. Voilà. Ceci étant dit, c'est un sujet pas technique, mais j'aimerais commencer par vous parler un petit peu de technologie. Parce que je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec l'agilité et l'évolution des pratiques de test, en fait, vient beaucoup de l'évolution technologique. Donc pour une petite histoire, Amadeus a été créé il y a quand même maintenant une trentaine d'années. À l'époque, on était sur un mainframe, il y avait une ligne de commande et les gens tapaient des entrées qu'on appelle cryptiques. Ce qui fait que, en termes de pratique de test, c'était relativement facile, un seul canal. On avait une équipe qui s'occupait de ça marchait plutôt très bien. Avec le temps, sont arrivées la diversification des canaux. Donc on a eu des API, on a eu des UI d'abord plutôt installés, puis après un peu du web, ce genre de choses. Tout ça connecté sur un mainframe. Chez nous, techniquement, ça restait quand même globalement dans une seule équipe. On avait un centre de test qui s'occupait de tester toutes nos applications. Et je pense que ça s'appliquait bien au modèle mainframe. En 2006, on a commencé à sortir du mainframe. Ça nous a pris un peu de temps, mais donc là, la complexité devient un peu croissante. On commence à avoir une architecture SOA, plein de services qui s'appellent entre eux. Le moindre grain de sable devient un peu plus compliqué à gérer. Et surtout, on a une diversification des produits. Enfin, l'architecture SOA entraîne quand même aussi une augmentation de la complexité, je pense. Avec le temps, sont arrivés des nouveaux canaux, les smartphones, les tablettes, ce genre de choses. Et donc là, on a commencé à voir dans l'organisation une évolution. On avait toujours un centre de test central, mais qui a été relayé beaucoup par des équipes au niveau des produits. Chez nous, c'était les analystes fonctionnels en fait, qui s'occupaient de prendre une partie du test, parce que ça devenait un peu compliqué pour notre centre de test central de tout gérer. En fait, la complexité était trop grande. Maintenant, nous sommes en 2017, nous nous sommes débarrassés du front-end depuis quelques mois, du mainframe TPF depuis quelques mois. Donc en gros, notre architecture ressemble à ça. Et je pense qu'on est tous ici conscients que le futur, ça ne va pas aller en simplifiant. On va avoir des nouveaux channels, on va avoir de plus en plus de serveurs sur le cloud, dans des containers Docker, avec, dans notre cas, de l'OpenShift, du Kubernetes, mais après, voilà. Et je pense qu'en fait, l'agilité et les problématiques du test en fait, viennent beaucoup du fait qu'on a une augmentation de la complexité, une explosion combinatoire de ce qui peut se passer, et qui fait que les modèles que nous avions dans le passé ne sont plus tout à fait relevant. Pour la petite histoire, donc nous, l'agilité... je n'avais pas réalisé que j'avais des animations là-dessus, donc je vais les passer rapidement. L'agilité est arrivée dans les années 2010, par là, avec les promesses de l'agilité, continuous improvement, des deliveries fréquentes, beaucoup de collaboration, et surtout, ce qui probablement nous intéresse aussi, la création d'entités Scrum, où on a le développement, les analyses fonctionnelles et la QA. Et c'est, je pense, ça qui a eu le plus gros impact chez nous sur la pratique du test. Donc en gros, si je devais résumer ce qui nous arrive, on est passé d'un contexte assez facile, un canal, un système, un centre de test, ça marchait, avec des tests qui étaient un peu automatisés, un peu manuels, finalement ça marchait plutôt pas mal. Un gros mainframe sur lequel on load tout notre code, on teste end-to-end et finalement c'est relativement robuste, et on fait ça à la fin du cycle et en avant.
à la réalité d'aujourd'hui. Donc on a N canaux, N systèmes, N users, avec des combinaisons de configuration, enfin vraiment quelque chose de très complexe à gérer end-to-end. Et surtout, oui, donc encore une fois, ces unités agiles avec une très grande autonomie dans lesquelles on a mis les testeurs. Et donc ce qui va créer un certain nombre de problématiques sur lesquelles je reviendrai plus tard en termes de partage des pratiques. Et aussi, on a aussi, et on a vu la présentation d'avant, les pratiques ont drastiquement évolué ces derniers temps. Donc on a différents types de tests qui sont possibles liés à ces nouvelles infrastructures, donc plus de tests de composants. Bon, les unit tests, ça c'était déjà possible avant, mais il faut faire de l'intégration. Avant c'était peut-être un peu plus facile, ce genre de choses. Tout ce qui est XDD, je sais qu'il y a eu une présentation que je n'ai malheureusement pas pu voir autour de ça. Tout ce qui est les TDD, ATDD, BDD, et you name it, sont apparus. Ça crée de la complexité en fait pour les testeurs. Il y a un gros focus sur l'automatisation. Tout le monde veut automatiser beaucoup, et donc ça a un impact sur le rôle du testeur et la formation qu'on attend de lui. Et bien sûr, tout ça dans des contextes de continuous integration et voire deployment, même si nous n'en sommes encore pas là. Voilà, donc en 2013, je crois, quand j'ai récupéré ce groupe de qualité, j'ai été amené à prendre à l'idée un projet que nous avons appelé la QA transformation dans Amadeus, qui avait pour but un petit peu de répondre à toutes ces problématiques-là. On avait notre groupe encore central qui existait à cette époque-là, mais le monde avait changé, il fallait qu'on s'adapte. Donc on a essayé de mettre en place un certain nombre d'axes de travail que je vais partager avec vous, et je vais essayer de vous partager un petit peu aussi ceux, je pense, qui marchent le mieux, et bien sûr je prendrai vos questions à la fin si vous en avez. Donc le premier, pardon, j'ai oublié ce slide. Donc en gros, si je devais lister les plus gros challenges que je vois au milieu de tout ça, donc ça soit de la transformation technologique, encore une fois, et organisationnelle, liée à l'agilité. Donc le test devient de plus en plus complexe, il devient de plus en plus technique, ce qui fait qu'il faut réinventer un peu le rôle du testeur. Il faut lui retrouver sa place au milieu, face par exemple au développeur, qui est amené aujourd'hui à de plus en plus tester aussi. Donc qui on met à quel endroit, qui fait quoi, c'est pas toujours facile. Une fois qu'on a les testeurs dans les équipes de développement, un des gros challenges, c'est de conserver quand même l'indépendance du test, être sûr que le testeur n'oublie pas que son rôle, c'est de faire en sorte qu'à la fin, on ait un produit de bonne qualité en production et pas seulement de délivrer le plus rapidement possible, même si c'est aussi de délivrer le plus rapidement possible, mais avec la bonne qualité. Et tout ça, et c'est plus moi ma difficulté, tout en ayant des gens un peu partout dans l'organisation, être sûr qu'on a une certaine homogénéité des pratiques, que les gens parlent la même langue, que les gens travaillent à peu près de la même façon pour pouvoir garantir des choses, parce que parfois on oublie, la mobilité entre les équipes, pour pouvoir avoir des outils communs, pour faire des économies d'échelle sur l'outillage, sur l'extraction d'indicateurs, ce genre de choses. Donc, le premier axe sur lequel nous avons travaillé, donc ça a été vraiment de passer de ce centre de test centralisé vers une organisation que j'appellerais fédérée. Donc on a transformé le centre de test, parce qu'il existe toujours, c'est moi, et mon équipe. Mais on a changé un peu les pratiques dans mon équipe, et surtout on a créé des structures qualité très proches des produits. L'idée, c'était que le centre de test ne peut plus gérer la complexité fonctionnelle du produit, donc on met des gens très proches des produits qui donc sont en contact quotidien avec les développeurs et sont à même de suivre les évolutions. Et donc on a transféré la régression qui était faite donc, dans mes équipes et toute la validation d'ailleurs à large dans ces équipes-là. Et mon groupe s'est restructuré autour de vraiment plus de l'aspect méthodologie et outils, et nous n'avons plus de testeurs centraux en fait. Ce qui crée aussi, donc ce qui a l'avantage, donc encore une fois, d'avoir des testeurs très très localisés proche des produits. Une des difficultés qui viendra derrière ça, c'est, je vais en parler encore après, comment maintenir, maintenant que mes testeurs ils sont un peu partout, comment essayer de faire en sorte qu'ils travaillent tous de la même façon. Mais je pense que ça fait partie des choses qui ont bien marché. On a des organisations produits qui se sont senties responsabilisées sur le test et qui arrivent à pousser au sein des organisations de delivery des pratiques différentes, encore une fois les TDD, ATDD, ce genre de choses, qu'avant on avait du mal à propager. Une fois qu'on a travaillé sur l'organisation, le deuxième problème, c'est l'humain. Pareil, donc j'ai dit, il faut redéfinir le rôle du testeur. Le rôle du testeur change, les pratiques de test changent. Comment on fait
pour être sûr que le testeur est toujours relevant dans ce type d'organisation. Et encore une fois, moi, un de mes objectifs, c'est qu'ils travaillent à peu près de la même façon pour que je puisse les relocaliser et de manière complètement transverse dans l'entreprise. Donc un des trucs sur lesquels vraiment qui a bien marché, parce qu'on n'était pas comme ça avant, on a vraiment travaillé sur le déploiement d'un cursus de formation basé sur STQB. Avant, nous n'avions pas ça. On a certifié beaucoup de nos testeurs. Ce qui a l'avantage qu'ils ont des pratiques, ils ont un background commun, ils parlent le même langage aussi. Et donc d'une organisation à l'autre, au moins ça, on a gardé ça. Un test composant, c'est un test composant, un test système, c'est un test système. Et au moins les gens, quand ils se rencontrent, ils parlent la même langue. Un deuxième sujet qui, je pense, arrive dans d'autres organisations, c'est de vraiment professionnaliser le métier du test. Avant, donc, comme je vous ai expliqué, on avait les équipes, un peu les analystes fonctionnels qui avaient pris le relais des équipes de test. Mais ils n'étaient pas forcément fondamentalement formés sur le test. Il y a quand même une spécificité. C'est pas le même métier d'écrire des spécifications et de tester. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment insisté sur la création d'une filière en partenariat avec les ressources humaines, bien sûr, du test clair et j'espère relativement lisible, avec d'ailleurs des opportunités de promotion, de niveau de responsabilité assez important dans l'organisation pour vraiment attirer des talents dans le test. Ça, je pense que ça a été un facteur clé aussi. Et une fois qu'on avait fait ça, après, le gros challenge, c'est les former. Continuer à les former. Donc, on a essayé, pas toujours facile parce qu'il faut toujours en faire plus, mais de vraiment les former à la gestion du test, les aider avec l'automatisation. Et j'ai déjà ça, mais il y en a sûrement d'autres. Voilà, les outils avec ALM, sur lesquels on a beaucoup capitalisé, ainsi de suite. Vraiment former les gens pour qu'ils soient vraiment à l'aise dans leur métier de testeur et qu'ils puissent le porter dans l'organisation. C'était vraiment l'idée de professionnaliser ces profils-là. Après, le dernier axe sur lequel je pourrais partager, c'était donc l'évolution des pratiques. Encore une fois, donc on a toujours été très automatisé dans Amadeus pour des raisons historiques, parce que la command line, ça s'automatise assez facilement en fait. Donc automatiser n'a pas été le plus gros challenge, même si on a aussi bien sûr encore des testeurs manuels, en particulier sur nos UI front-end. On a une culture d'automatisation, et on a aussi beaucoup de développeurs qui aiment beaucoup automatiser. Là où le plus gros challenge a été et est toujours, c'est que je pense que ces nouvelles architectures cloud, microservices, elles ouvrent des opportunités de test qu'on n'avait pas avant, où avant il fallait bien loader tout ça sur son mainframe, même si on avait des solutions pour loader un peu des bouts de code, des trucs comme ça. Maintenant on peut tester à différents niveaux, on peut assembler des boîtes, des pièces qui sont déjà bien validées, et donc ça on essaye beaucoup de pousser pour des concepts autour de shift left, pousser le test au début du life cycle et descendre la pyramide de test. Donc ça a été vraiment un axe fort de travail qui est encore en cours d'ailleurs. Ça c'est un peu plus compliqué, je trouve, à mettre en place, même si ça avance. Un deuxième axe aussi assez fort, donc je vous ai dit, l'idée c'était de responsabiliser beaucoup les équipes produits autour du test. Donc on les a portés complètement responsables de leur stratégie de test. C'est-à-dire qu'on les aide, mon groupe, on les accompagne en disant nous on pense que cette façon de faire est la bonne. Mais bon, c'est vrai que comme j'ai plus de testeurs, parfois, c'est pas toujours facile d'arriver à expliquer à un gars qui teste toute la journée que moi je sais mieux que lui ce qu'il devrait faire. Mais on essaye de les aider là-dessus, et puis après, c'est à eux de trouver leurs propres moyens de tester, d'arriver à optimiser leur processus de test. Et donc, pour ça, on leur fournit un framework de base, et les gens font leur propre stratégie de test, et sont censés derrière valider qu'elle est suivie par un sign-off de quelqu'un qu'on a appelé un QA manager, qui est pas un rôle d'ailleurs, qui est un job dans Amadeus, qu'on a voulu assez haut gradé dans l'organisation pour vraiment montrer l'importance du test et de la validation faite par les testeurs. Et ce stamp final, qui est donné par cette personne-là, a une forte valeur. Et qui n'est pas d'ailleurs dans les équipes Scrum, qui est un peu recentralisé au sein des équipes produits, pas centralisé dans mon équipe, mais qui n'est pas dispatché dans toutes les équipes Scrum, ce qui permet quand même d'avoir une forme d'homogénéité de la stratégie de test au sein d'une même organisation. Et un des autres sujets, malheureusement, je n'ai pas mon animatrice de communauté aujourd'hui, elle n'a pas pu venir. Un des trucs qui marche aussi très bien, c'est de créer donc, des communautés. Donc nous avons créé une communauté, nous appelons la Quality Community, sur lesquelles j'essaye de rassembler régulièrement donc, les leaders du test, et puis après on lance des groupes de travail sur lesquels on réfléchit sur des pratiques un peu transverses, ou si on a des groupes qui ont des problématiques particulières, essayer de partager avec eux. On a des événements de temps en temps assez importants. Une des clés, je pense, du succès
de cette chose-là. Ce qui, je trouve, a bien marché, c'est qu'on s'est trouvé, ils ont eu la bonne idée d'ailleurs, de se trouver un sponsor au sein de l'organisation qui était un VP R&D, donc quelqu'un qui a une voix qui porte en fait. Donc ça c'est super parce que ça permet de vraiment d'avoir quelqu'un, qui est maintenant executive VP d'ailleurs, d'avoir quelqu'un très haut placé qui pousse les problématiques du test. Donc ça nous a aidé à fédérer ces gens-là. Et on a mis des moyens dédiés aussi. Donc j'ai une animatrice de communauté qui fait ça quasiment à temps plein, faire en sorte que les gens ils ont des endroits pour se rencontrer, qu'ils ont des réunions, qu'il y a un blog, que j'ai des newsletters, j'ai des trucs comme ça. Et j'ai pas de newsletter d'ailleurs, j'ai un blog. Et tout ce genre de moyens de pousser de l'information et de faire en sorte que les gens partagent. Ça c'est vraiment quelque chose qui je pense est clé pour garder cette homogénéité des pratiques qui m'est chère. Voilà, donc en gros ça c'était les 3 axes sur lesquels je voulais partager. Où on en est aujourd'hui, je n'ai pas de slide dédié à ça, je peux vous raconter vite fait. Je pense qu'on a bien commencé, encore une fois, les organisations sont là. On a des gens certifiés et formés. J'ai pas encore assez de gens qui sont un peu dans des rôles de QA manager, un peu plus haut niveau, c'est parce que je pense que ça demande aussi du temps de former les gens et qu'après ils aient ce niveau d'expérience reconnu, d'expertise reconnue dans l'organisation pour qu'ils soient promus dans ces positions-là. Donc ça on y travaille encore, pour qu'ils puissent pousser aussi des stratégies de test fortes et être capables parfois de pousser la problématique qualité au sein de leur division produit. Et on est encore en train de descendre la pyramide de test et de déplacer le test au début du life cycle. Ça vient petit à petit, mais je pense que c'est un travail de longue haleine et j'ai bon espoir. On lâche rien, on continue. Donc voilà à peu près où nous en sommes. J'ai quelques slides pour vous partager quelques idées avant de pouvoir prendre pas mal de questions, je pense. Quelques petites idées qui, moi, je trouve, ont pas mal marché chez moi. J'ai utilisé des messages forts, bon ça je sais pas, mais au moins assez simples. Le terme shift left, je ne sais pas si, voilà, qui veut dire passer le test au début du life cycle, je l'ai piqué à quelqu'un, un consultant qui est venu me voir un jour et qui m'avait parlé de ce concept. Le concept je connaissais, mais le terme, je n'avais jamais utilisé comme ça. J'ai commencé un peu à parler dans l'organisation, maintenant tout le monde parle de shift left. J'ai ça sur toutes les slides de management et voilà, ça a assez bien marché. Le message. Après, on n'est pas encore l'implémentation, ça demande encore un peu de temps, mais au moins les gens en parlent et c'est clair, c'est facile à comprendre. Je pense que c'est un truc dont je suis plutôt content. Le deuxième truc que j'essaye de pousser, qui a un peu moins de traction, mais je pense que c'est dans certaines organisations, c'est aussi assez simple à comprendre, c'est le concept de pyramide de test que la plupart d'entre vous doivent connaître, donc qui veut dire qu'il faut quand même beaucoup plus de unit tests que de tests end-to-end, donc on essaye de pousser, et ça aussi je pense que c'est un modèle assez simple, c'est facile de communiquer avec ce genre de choses, donc voilà, je vous les partage, vous les prenez pas, c'est à vous de voir. Après, je voulais partager notre modèle d'organisation. J'en ai un peu parlé. En gros, voilà, moi, je m'occupe de l'organisation centrale. Notre rôle, c'est définir les méthodes, les outils, être sûr que les gens ils ont des formations, qu'il y ait des formations au catalogue des ressources humaines, travailler avec les ressources humaines. Et on travaille aussi avec des partenaires externes pour essayer d'anticiper qu'est-ce qui va arriver dans le futur du test, pour être prêt le jour où les problématiques seront en interne chez nous, arriveront chez nous. Et au sein des groupes produits, en fait, on a une structure un peu duale. On a ce qu'on a appelé le QA Office, qui est un peu le central du local, on va dire. Donc on a des divisions produits assez conséquentes, qui peuvent faire, je sais pas, 1000-1500 personnes. Et au sein il y a une petite entité au sein de cette organisation qui est le relais de mon organisation, qui moi je gère le test pour, je sais pas, 5000 personnes. Donc qui sont là pour faire du support local, nous aider à promouvoir nos solutions centrales, parfois nous dire quand nos solutions centrales ne sont pas adaptées aussi aux problématiques locales. Et donc nous collecter le retour des groupes produits et s'assurer qu'en centrale on prend en compte les problématiques locales. Et après, au sein des équipes produits, c'est là qu'on a vraiment l'exécution du test, vraiment la stratégie de test. Et encore une fois, pour moi, c'est important, le sign-off, c'est-à-dire la responsabilisation sur le test. Et bon, ça fait maintenant quelques années qu'on conduit ce changement-là. Encore une fois, je vous ai dit, on n'est pas encore tout au bout. S'il y a quelque chose, je pense qu'il faut retenir. Bon, c'est important de prendre le temps avant de changer, de définir, d'être sûr, de bien définir ce qu'on veut faire, d'avoir l'adhésion un peu des groupes. Ça a été, on l'a très bien fait. Encore une fois, former, accompagner les gens, c'est critique.
Un des trucs sur lesquels j'ai plus de mal, c'est de suivre le progrès, d'avoir des indicateurs clairs. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ce qu'on fait, ça marche? Est-ce que ça marche pas? Ça, j'avoue que je pense que c'est important et j'ai, avoue, un peu de mal à trouver les bons indicateurs. Mais je pense que si les gens qui, comme ça, mènent des grosses transformations, je pense que c'est important d'avoir des indicateurs comme ça. Et encore une fois, je ne le dirai jamais, c'est utiliser les communautés, servez-vous de l'intelligence collective et de la motivation des gens qui sont dans ces métiers-là et qui sont passionnés. C'est ultra puissant. Donc, et je l'ai mis en très gros, communiquons, et toujours recommuniquer, repréciser les messages. On n'en fait jamais assez, et nous-mêmes, nous en faisons pas du tout assez. J'aimerais pouvoir en faire beaucoup plus. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous partager. J'avais de toute façon un slot assez court. J'ai du temps pour quelques questions, s'il y en a qui veulent se lancer. Non, pas de questions? J'ai tout répondu? Non, c'est pas possible. Qui se lance? On n'a même pas prévu une fake question pour lancer le jeu. Oui. Patrice, t'as pas une question? Oui, Dédé, non, ça on l'a déjà fait. Patrice. Ah, voilà. Ah, voilà. Pas trop dur, hein. Je sais pas forcément la réponse à tout. Bonsoir, Patrice Natos. On s'est déjà rencontré, Gabriel, par le passé. Au tout début du séminaire, ce soir, on nous a évoqué le rôle des ingénieurs de test qui a changé avec toutes ces évolutions. Chez Amadeus, comment on peut voir aujourd'hui la part de développement la part de développement qui est fait par un testeur aujourd'hui? Ça représente combien de son activité? De développement faite par un testeur? Oui, puisque... la partie automatisation ou la part dans le modèle un peu T-shaped où il va aider ses collègues développeurs à développer du code? On va dire l'utilisation de ses compétences en termes de développeur ou ancien développeur qui lui permettent de réaliser son métier d'ingénieur test. Je ne vais pas savoir donner une part, mais on a eu, en fait, donc quand on a créé vraiment cette filière test, on a eu un phénomène d'aspiration, hein, parce qu'on a des gens qui faisaient d'autres métiers qui sont venus chez nous. Au début, on a eu beaucoup de gens avec des backgrounds très fonctionnels, mais on a de plus en plus en fait vraiment des gens hyper techniques, même d'ailleurs souvent des très très bons profils techniques qui sont venus chez nous dans le test. Et qui nous aident beaucoup. Alors après, je ne saurais pas dire de proportion, mais peut-être que sur 3 testeurs, il y en a peut-être un qui était un développeur avec un vrai background de développeur. Donc, je ne sais pas si ça donne une vague idée. C'est vraiment à la louche. Il ne faudra pas parce qu'on a évoqué ce sujet au tout début. C'est pour ça en disant que la transformation a aussi amené la transformation des rôles des personnes. Et oui. Donc, clairement, il y a une augmentation de la technicité des testeurs qui est demandée. Et aujourd'hui, les gens qui recrutent chez Amadeus les testeurs sur le marché de l'emploi externe, pas en interne, parce qu'on a des gens, il faut qu'on les fasse grandir, cherchent souvent des profils plutôt techniques et beaucoup moins fonctionnels. Oui, en fait, j'ai une question. Ça correspond, d'après ce que j'ai compris, vous dites que les unit tests vont prendre de plus en plus d'importance. Enfin, j'essaye de comprendre par rapport à la pyramide de tests à Amadeus. Oui, quelle est la proportion? Vous avez un pourcentage de unit tests par rapport au fonctionnel, à prothèse d'intégration? Je pense... Ouais, alors chez Amadeus, c'est particulier. En termes de unit test, ça va être assez variable. En fait, ce qui est très fort chez Amadeus, et ce qui tient beaucoup la qualité, c'est du test un petit peu, donc nous on a appelé dans notre cas de composants, mais on lance, c'est une infrastructure SOA, et chaque application, ce qu'on va appeler back-end, est testée de manière assez indépendante, assez isolée, et ça c'est assez fort en fait. Donc on a un gros capital de test là, assez peu d'intégration et beaucoup de end-to-end en fait. On est un peu comme ça. Et en unit test, pas assez à mon avis. Voilà. Et l'idée c'est d'essayer de continuer à descendre, de descendre cette pyramide. On en a, bien sûr, mais je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Est-ce que ça répond à la question? Oui. S'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on peut laisser la place à... Merci Gabriel. On est dans les temps. Merci pour la présentation.
On va laisser un petit peu de temps pour les personnes qui sont sur les dojos de remonter, et puis on va continuer.